Bonsoir Emmanuel, Bonsoir Chloé. un conseil municipal fort en émotion ce soir. Oui, on fait un peu comme tous les autres d'ailleurs, mais j'avoue que là, le maire était particulièrement insultant, donc une fois de plus, comme d'hab. Mais c'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher de, entre nous, entre amis, pouvoir reparler de ces réactions à chaud du conseil municipal. On n'est pas tout à fait en live, je crois, hein. Il y a une petite... Un petit souci technique ce soir, mais on espère le résoudre pour la prochaine fois pour pouvoir vous c'est permettre de... C'est pas grave, on va le mettre en ligne de toute façon, ça va nous permettre d'évoluer aussi. N'hésitez pas en tout cas, hein, si vous souhaitez réagir à ce que vous allez entendre, nous faire passer vos informations, vous faire passer vos réactions, et on vous répondra évidemment, hein. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on va vous dire, n'hésitez pas, on vous répond, on est là pour ça, on est là pour vous rendre compte. Voilà, On va commencer peut-être avec le budget, oui. sujet fort intéressant en effet. Sujet qui de toute façon évidemment est récurrent chaque année au mois de mars, hein, puisque c'est une obligation légale. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce budget? Grosso modo, on n'a pas de surprise. On sait qu'il est en légère augmentation par rapport aux années précédentes. Je vous reprends mes chiffres en même temps, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais qu'on va pouvoir parler clairement des choses. Il est cette année de 152 138 318 euros. Très exactement, c'est-à-dire quand même une hausse significative par rapport à 2023. Et il va se répartir, ce budget, entre 58 millions en termes de section investissement et 93 millions 656 000 en termes de section fonctionnement. Voilà. Alors, cette majorité s'enorgueillit à chaque fois de ce qu'il n'augmente pas les impôts et que tout va bien. Bon, l'argent, il n'est pas magique, hein, clairement. Cette augmentation de budget provient d'où? Provient d'une part de la fiscalité. Donc, ils n'augmentent pas les impôts, mais il y a quand même plus de recettes fiscales qui rentrent parce qu'il y a une augmentation significative des droits de terrasse, par exemple. Il y a une augmentation significative des droits de place, par exemple, pour les commerçants sur les marchés. Et puis, il y a une augmentation au maximum légal de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, ce qui pénalise en réalité les Fréjussiens, du moins tous ceux qui ont fait le choix d'investir notamment dans l'immobilier pour pouvoir louer à usage d'habitation ou à usage strictement de tourisme, des biens immobiliers pour permettre à chacun de se loger. Voilà. Ces Fréjussiens-là sont pénalisés par cette politique fiscale qui consiste à matraquer les propriétaires de biens immobiliers et résidences secondaires. Voilà. Et puis, il y a une autre chose qu'il faut souligner sur les augmentations de budget. D'abord, l'État, vous savez, l'État sur lequel cette municipalité tape à tour de bras tout le temps, l'État maintient notamment le versement de sa dotation globale de fonctionnement. Donc là-dessus, il n'y a pas de désengagement de l'État, bien au contraire, à l'égard de Fréjus. Et puis surtout, ce qui augmente en fait les recettes dans Fréjus, c'est le recours, une fois de plus, à l'emprunt. Plus de 15 millions d'euros pour cette année 2024. Voilà, donc soyez lucides. Voilà. Ce budget, il est construit sur une augmentation massive de la fiscalité, contrairement à ce que ces gens veulent bien prétendre, et sur une augmentation surtout des emprunts. Et c'est là où je voudrais que chacun soit bien conscient d'une chose. Cette municipalité ne désendette pas la ville. Prétendre le contraire est faux, c'est une fake news comme M. Rachlin en a tellement l'habitude. Et j'en veux pour preuve les chiffres qui figurent dans le projet, dans la délibération qui a été votée ce soir. Page 23, la municipalité nous dit que l'état de la dette était en 2013, donc c'est un an avant l'arrivée de M. Rachlin aux affaires. Hein. L'état de la dette était de 143,6 millions d'euros, c'est l'état de la dette en 2013. En 2023, la dette est de 140,3 millions d'euros. Alors vous vous dites, ils ont raison, ils ont désendetté la ville. Sauf que
Ils ont juste oublié de rajouter, vous savez, le pôle enfance, le partenariat public-privé là qui fait que ça nous coûte une blinde. Le pôle enfance, en janvier 2024, le solde dû par la municipalité est de 11,3 millions. Donc faites le calcul comme moi. Hein. Tous ces chiffres, c'est les chiffres de la mairie. Le montant de la dette, c'est 140,3 millions, plus 11,3 millions, ça fait 151,6 millions. Donc comparez, dette 2013, 143,6 millions, dette 2024, 151,6 millions. La dette a augmenté de 8 millions. Voilà, ça c'est la réalité des choses. Et vous ne pouvez pas, même en vous mettant sur la tête, contrairement à la bêtise crasse de M. Rachlin, qui me dit « Eh oui, il faut savoir compter ». Ben voilà, il faut savoir compter, M. Rachlin. Vous avez augmenté la dette de Fréjus de 8 millions d'euros depuis que vous êtes aux affaires. Voilà. Bah oui, très intéressant en effet. N'est-ce pas ? Il y aura eu aussi la délibération par rapport au parking de la porte de l'Hermès. Oui, alors, petit résumé des épisodes précédents, vous vous en souvenez sans doute. Ce parking, d'abord, tout le monde le voit, on est à Port-Fréjus, il y a la tête d'Hermès qui est là, qui trône sur la place, et souvenez-vous, il y a un petit parking derrière avec des eucalyptus, il est tout défoncé par les racines, il y a aujourd'hui à peu près 70 places, bon, au max. Lorsque cette majorité a expliqué qu'il voulait construire un parking souterrain sur la place de la République en plein milieu de Fréjus-Plage, je leur ai dit que pour moi c'était une bêtise, notamment une bêtise en termes de risque, bon ça je n'y reviens pas, une bêtise en termes financiers, ça va coûter, aujourd'hui on est entre 15 à 20 millions d'euros hein, pour la construction d'un parking de 400 places uniquement. Faites le calcul, vous voyez le prix à la place, c'est une folie. Et puis je leur disais surtout, c'est idiot d'un point de vue urbaniste, parce que comme vous allez enlever les voitures de cet endroit, pourquoi remettez-vous des voitures en plein milieu de votre projet, alors que vous mettez un transport en commun aussi propre qui va desservir les commerces, etc. Et donc je leur ai proposé immédiatement au mois de octobre 2023 de construire sur cette assise foncière, parking de la place de la porte d'Hermès, qui appartient à la ville, donc qui ne nous coûtait rien, un parking silo végétalisé qui permet de loger 300 véhicules. Voilà, on a fait les calculs avec des amis architectes. Nous savons que pour 300 véhicules, ça va coûter 4,5 millions à peu près pour ce type d'infrastructure. On m'a répondu à l'époque, ouh là 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 là, mais pas du tout, c'est moche. Et puis, vous n'imaginez quand même pas que les gens vont se garer ici pour aller ensuite à pied à Fréjus-Plage. Ben non, je ne l'imagine pas, puisque ce n'est pas la peine de l'imaginer, puisque vous mettez un transport en commun précisément pour desservir la zone. Donc non, vous n'irez pas à pied à Fréjus-Plage, vous irez par le transport en commun. Et puis, les choses ont évolué. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la ville a vendu ce terrain à la Cogedim avec des conditions financières totalement déséquilibrées pour la ville. Ça nous coûtait, sur l'histoire, à peu près 1 million, 1,2 million en vrai, en surcoût. Mais encore et surtout, la ville a évolué en imaginant elle-même mettre ce fameux parking silo qu'ils trouvaient ça moche, juste derrière le parking de Hippolyte Fabre. Vous savez, l'école qui est juste là, il y a déjà un parking silo, ben, ils en mettaient un deuxième pour pouvoir avoir suffisamment de stationnement. Ça, c'est malin. Ça, c'est une très bonne idée. Mais justement, si on met un parking ici, ben, on en met un deuxième juste à côté, on crée du coup du stationnement pour plus de 600 véhicules. Et là, nous couvrons les deux besoins, le besoin de Fréjus-Plage, le besoin de Port-Fréjus sur cette zone. Et ça nous coûte... Alors, ça nous coûte 4 millions pour 4,5 millions pour le projet dont je vous parle. Et puis, la mairie, M. Rachid nous a annoncé que ça coûterait 6 millions, lui, pour ces 300 places. Je ne sais pas comment il fait, mais bon, ça coûte plus cher, c'est pas grave. Donc, au total, 10 millions. Ben, vous faites la différence. Vous avez un projet à 10 millions, grosso modo, pour 600 places. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire. Et puis, le projet de M. Rachid, c'est 6 millions, plus les 18 millions pour les 4 pauvres 100 places qu'il va mettre à Fréjus-Plage. Vous voyez les résis, on est complètement à côté de la plaque, en vrai. Bon. Et bien quand je propose à M. Rachid tout à l'heure d'abandonner purement et simplement le projet
Cogedim de la place de la Porte d'Hermès, auquel ils renoncent provisoirement parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas utilisé la bonne procédure. C'est quand même dommage, 5 mois après, de se rendre compte qu'on est complètement hors la loi sur le sujet. Réponse, circuler, il n'y a rien à voir, j'ai tout compris, j'ai tout vu, et je veux pas en entendre parler. Donc moi je vous le dis, amis fréjussiens, à vous de faire la différence. Vous avez le choix entre les projets totalement délirants financièrement de ce maire et les projets que j'estime, pour le coup, raisonnables, que nous proposons, qui vont tout résoudre, qui vont résoudre le problème de la résidence qui est juste derrière, qui s'appelle Croix du Sud, qui est vent debout contre les projets de M. Rachine aujourd'hui, et qui ne comprennent pas qu'ils vont se faire avoir, comme d'habitude, M. Rachine va non pas renoncer à ses projets, il va simplement les retarder. Le temps que vous votiez bien pour lui, vous voyez, voilà, il avance totalement masqué. Ça va résoudre le problème des commerçants de Fréjus-Plage. Parce que là, actuellement, on est en train de leur promettre qu'ils n'auront plus un seul stationnement de surface et ils n'auront pas non plus de parking public construit entre-temps. Et puis, ça va résoudre le problème financier. Je viens de vous en faire la démonstration. C'est simple, c'est clair, c'est carré. Ben non, ça l'est pas pour monsieur l'actuel maire de cette ville. Écoutez, à vous d'en tirer les conséquences et siffler la fin de partie, ça s'impose. Ah oui, et en parlant de projet délirant, on peut peut-être en venir à la délibération qui concernait l'hôtel haut de gamme proposé par Monsieur Racheline sur la base nature. J'avoue que je comprends pas. Je vous le dis très franchement, je ne comprends pas ces gens. Résumé, là encore, de l'épisode précédent, je vais aller peut-être plus vite. En 2020, pendant l'élection, souvenez-vous ce que proposait M. Racheline. Il voulait, sur cette partie de terrain de la base, il voulait placer un hôtel de luxe déjà, un pôle festif, donc une boîte de nuit en réalité, et puis un aquarium géant. Son idée, c'était, et je la partage, sortir de la saisonnalité de la saison touristique, et voilà. Bon, sauf que tu mets pas un hôtel pour sortir de la saisonnalité touristique. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Bon. Et nous, en 2020, nous avons proposé pour faire en sorte que notre ville change justement de système économique axé sur le tourisme et sur le bâtiment, de créer un campus universitaire, c'est-à-dire un pôle de formation universitaire, de formation post-bac. C'était ça notre projet et nous le reprenons encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que au plan de Estérel Côte d'Azur Agglomération, Madame Brigitte Jean-Perrin, qui a été longtemps membre de l'Agglo, a réalisé un rapport qu'elle a transmis au président de l'Agglo, dans lequel elle a démontré qu'il y avait la place entre Nice et Toulon pour un pôle universitaire tourné vers les métiers de la mer qui permettait en plus de travailler en liaison avec un certain nombre d'entreprises de notre territoire. Et donc, ça a vraiment un sens important. Que bien évidemment, quand on aura 1000 étudiants sur le secteur, il va falloir les héberger, j'en ai parlé, il va falloir les nourrir, il va falloir les divertir. Bref, c'est du sang neuf pour notre agglomération. Et c'est ça qui nous fait cruellement défaut aujourd'hui. Nous avons donc deux écoles distinctes, deux projets distincts complets qui sont complètement différents et frontalement opposés entre le projet de cette municipalité et le nôtre. Et donc je dis, mais pourquoi au grand Dieu se précipiter pour faire le projet de cet hôtel immédiatement, plutôt que de laisser le seul juge de paix que je connaisse véritablement, c'est-à-dire l'électeur, le corps électoral, nous départager sur ces deux projets frontaux. Ça, M. Rachine, quand je l'ai évoqué, m'a immédiatement coupé le micro. C'était symptomatique tout à l'heure. Il ne voulait surtout pas entendre parler de retarder ce projet pour permettre à vous permettre de nous dire qui de lui ou de nous a raison sur ce sujet. Que les choses soient claires. Je ne prétends pas avoir la vérité suprême. De toute façon, ce sont les électeurs qui vont choisir. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui,
Monsieur Racheline et son projet vous empêchent en réalité de donner votre avis parce qu'il veut rendre les choses irréversibles maintenant. Pourquoi se précipiter? Eh bien, la réponse, messieurs, dames, elle est dans le projet de bail à construction, c'est-à-dire de titre de location qu'il veut donner à l'exploitant de l'hôtel. Regardez la durée. Vous la voyez, la durée? C'est entre 40 et 70 ans. Oups, un petit problème technique. La durée de la convention, c'est 40 à 70 ans. Et pourquoi est-ce qu'il veut se précipiter? La réponse, elle est juste dans la page 11 au chapitre loyer de la convention. Si vous la regardez bien, vous allez voir qu'il y a deux systèmes possibles. Soit un loyer constant pendant les 70 ans de convention, soit un loyer minoré en contrepartie du versement d'une très grosse somme d'argent tout de suite. Donc en réalité, M. Racheline est en train de vendre aujourd'hui, pour les besoins de son futur budget juste avant les élections, le patrimoine de notre ville et de faire l'impasse sur l'avenir de la ville pour les 70 ans qui viennent. Je dis que c'est criminel, je maintiens que je m'y oppose et qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la réalisation de ce projet avant les élections municipales. Après, il se passera ce qui se passera. En tout cas, ce sont les Fréjussiens qui pourront choisir ce que M. Racheline les empêche de faire aujourd'hui. Et en parlant justement d'avenir, on peut peut-être passer à la délibération qui concernait le groupe scolaire de la Baume. Eh oui, c'est encore un autre sujet qui est complètement... qui est incompréhensible là aussi. Sauf, encore une fois, à vouloir coûte que coûte couler du béton et encore couler du béton. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à Caïs, quartier qui est déjà totalement engorgé, totalement surpeuplé. À Caïs, il y a deux écoles. L'école de Caïs, qui se trouve juste en face de la mosquée Missiri, et l'école Paul Roux, qui se trouve un petit peu en bas, un petit peu plus bas. Initialement, le projet de la mairie, c'était de détruire les deux écoles pour récupérer les terrains et faire à nouveau des constructions pour rajouter encore plus de monde sur cette partie-là de la ville. Bien. Sur l'opposition d'un certain nombre de personnes, enfin bon bref, la ville a légèrement modifié son projet. Finalement, ils vont maintenir l'école de Caïs et l'améliorer. C'est exactement ce qu'on avait proposé depuis le départ. Par contre, ils vont détruire l'école Paul Roux qui accueille aujourd'hui 350 élèves. En contrepartie, la ville va construire sur le site de la Baume. Le site de la Baume, c'est simple, c'est vous quittez Caïs et vous allez en direction des camps militaires, en direction de l'autoroute, et bien juste en face du camping qui se trouve là, sur la droite, vous avez tout un espace libre actuellement sur un espèce d'éperon rocheux qui surplombe l'autoroute. C'est le site de la Baume. Et sur ce site, la mairie envisage de construire 4 écoles. 4 écoles. Plus un centre sportif, une salle de sport juste à ce moment-là. Donc vous imaginez, capacité de ces 4 groupes scolaires, c'est 1200 élèves. 1200. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres donnés par la municipalité elle-même, bien que M. Longo s'en soit défilé, là encore, ce soir, lors du conseil. Bon. Alors expliquez-moi, ce projet à 18 millions d'euros quand même, expliquez-moi pourquoi créer un centre scolaire pour 1200 élèves pour remplacer un centre scolaire de 350 ? Et quelle est la logique ? Bien sûr qu'il faut créer des écoles pour accueillir les enfants, mais quelle est la logique de changer un système de 350 et de le surdimensionner pour 1200 ? Vous voyez bien qu'il n'y en a pas. En tout cas, que la logique n'est pas celle qu'on veut bien nous dire. Donc, c'est pas pour jouer les complotistes dans tous les sens, mais moi, je pars du principe que la dépense publique doit être faite en fonction des réels besoins. Ce que nous savons par nos discussions avec les services de l'État, c'est que en réalité, à cet endroit-là, il va y avoir une légère décrue du besoin des élèves. Ce n'est pas parce que, contrairement à ce que ces gens croient,
il y a une grosse augmentation de logements à cet endroit-là, qu'il y a une grosse augmentation de besoins de scolarité d'enfants en bas âge. Ce sont deux choses qui sont différentes. Elles sont tout à fait quantifiées au plan du ministère de l'Éducation nationale, mais jamais, au grand jamais, on passe de 350 à un besoin de 1200. Jamais de la vie. Et puis, vous imaginez toutes les difficultés, notamment en termes d'infrastructures routières, que ça va occasionner? Ça veut dire que 4 fois par jour, des véhicules individuels, puisqu'on ne peut pas imaginer envoyer des petits de 3 à 9 ans par des bus scolaires, ce n'est pas possible. Vous imaginez les problèmes de circulation que ça va occasionner sur cet endroit. Alors, sachant que ce site est déjà totalement congestionné, je dis et je répète que ce projet est un mauvais projet. Il est beaucoup trop coûteux, il est surtout surdimensionné, je l'ai déjà dit, et en tout état de cause, en termes d'aménagement urbain, là encore, il n'a aucun sens. Donc, je demande à ce qu'il soit sursis à cet aménagement, que nous retravaillions la question des constructions d'écoles et d'aménagement des écoles existantes, surtout en vrai, pour arriver à limiter le montant des dépenses publiques sur ce poste de dépenses, de manière à ce que surtout on vive correctement dans des écoles de quartier et pas dans des systèmes dans lesquels on va élever nos enfants en batterie. Ça, je m'y refuse absolument et je vous propose, par vos votes, de dire que vous aussi, vous refusez ce type d'aménagement. Voilà, pardon d'avoir été un peu véhément. J'avoue que la journée a été pas mal là, encore aussi. J'étais justement en collège ce matin pour représenter l'ordre des avocats et ce soir au conseil et maintenant avec vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Tout à fait. Eh ben, un grand merci. Et Merci, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci et à très vite pour un prochain débrief du futur conseil municipal. À bientôt. À bientôt.